Salutations sincères, chers et très chers auditeurs annuels. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, mais surtout pour plus d'animation. Je vais faire mon possible pour débouler du dessin animé à l'appel, sans concession, comme on l'aime. Allez Marcel, fais chauffer le moteur. Un animé à succès qui ne dément pas sa popularité, Mob Psycho 100 est sans aucun doute dans le haut du panier des animés de ces dernières années, et je vois pas pourquoi je lui épargnerais mes louanges. Mob, en plus de suivre les traditions des bons vieux shonen de baston, transpire de personnalité. Parce que balancer des gros lasers de la mort qui tue du bout de ses doigts, devenir roi des pirates, c'est super, ok, moi aussi j'aime beaucoup. Mais j'avoue, parfois, juste être trop gentil pipou comme Shigeo, ça fait du bien par où ça passe. D'ailleurs, si on oublie les psycho-combats gros cerveau, c'est plus une série slice of life en fait. On suit le quotidien d'attachants petits personnages apprenant à vivre entre eux et à faire face à leurs insécurités. Bon, à côté on a des complots de mafia psychique et des esprits malveillants, mais globalement on se demande plus si Shigeo va impressionner la belle meuf de son école en faisant de la muscu que de savoir si Psychomantis va contrôler le monde. Parce que Mob, dans ses thématiques et ses idées les plus profondes, est une preuve de pur altruisme. J'irais même à penser que la série souhaite avant tout à encourager les gens à devenir meilleurs avec les autres, puis meilleurs avec soi-même. La série compte d'ailleurs pas mal de moments touchants qui réchauffera le cœur de n'importe qui avec un tant soit peu de sensibilité. Parmi ces moments attendrissants, on compte les scènes qui retracent la relation entre Shigeo et le chouchou de tous, le roublard, chenapan, sacripant, sacré vaurien, Reigen. Un escroc qu'on peut s'empêcher d'aimer et qui use de ses talents de persuasion pour faire passer un massage des plus agréables pour un exorcisme. Et encore, niveau baston, Bob n'a rien à jalouser des adaptations du Shonen Jump. Je veux dire, j'ai mis des extraits d'animation, je pense que vous avez compris. Mention spéciale à l'épisode 5 de la saison 2, qui encapsule toutes les plus grandes qualités de la série, autant sur le fond que sur la forme, qui a réussi à me tenir bouche bée sur un animé que je considérais déjà comme un sans faute. Mob Psycho est un des animés qui a le plus marqué sa décennie, et si vous ne vous y êtes pas toujours mis, appuyez sur le champignon, je dirais même plus, appuyez sur le brocoli. Allons-y en grande pompe et en stop-mo avec mon plus gros coup de cœur d'Annecy 2018. Ayant eu la chance de le voir en avant-première, il sera très difficile de vous faire comprendre ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, sachant qu'on en trouve pas grand chose sur le net vu que sa distribution reste un mystère. Sinon grosso modo c'est un énième pastiche de film de genre des années 80. Et croyez-le ou non, moi aussi je suis épuisé de la tendance Kung Fury à surfer sur une mode accompagnée d'un certain cynisme à l'égard de ce dont elle est censée faire hommage. Mais Chuck Steel, c'est pas ça. Ok, c'est outrancier à mort dans l'esprit, on se rapproche pas mal des films des studios Trauma, d'un Team America ou d'un Last Action Hero. D'ailleurs, les deux partagent des similitudes parfois assez troublantes. Mais au moins, Chuck Steel, c'est sincère. Ce qu'il y a de plus marquant, en plus que le film est super marrant, c'est que j'ai rarement vu la stop motion utilisée à si bon escient. C'est très dirigé à une certaine niche et je me suis complètement retrouvé là-dedans. Si toi aussi t'adores les vieux films d'horreur avec leurs effets bien répugnants, les squelettes bien spooky, Real Riozone, Chuck Steel, c'est ton dada. On est dans Practical Effect The Movie, qui pousse encore plus ses influences du film de comédie horrifique et des persos so british, plus de la hammer, tu meurs. Je pense que lorsque le film sortira officiellement, je forcerai tous mes proches à le mater en soirée tant il est difficile de rester de marbre face à sa folie furieuse. En lui laissant sa chance, je suis même assez sûr qu'il pourrait devenir une sorte de petit film culte, malgré les gags un peu borderline sur les transgenres ou les reptiliens, mais tu devrais savoir à quoi t'attendre en allant voir un film dont la préquelle s'appelait Raging Balls of Justice. C'est lui, Shin-chan, cet enfant vous donnera mal au crâne. J'imagine que tout le monde ici n'a pas ma tranche d'âge, et ceux qui ont le même âge que moi ne regardaient pas nécessairement Crayon Shin-chan, un de ces nombreux gags manga adaptés sur le long terme à n'en plus finir comme le sont Doraemon ou Sazae-san. Mais il n'y a que depuis que je me suis intéressé à la carrière de Masaki Yuasa que je découvre stupéfait, mais pas tant que ça non plus, qu'il a bossé comme animateur sur la série et v'là les films Shin-chan qui sont produits à la chaîne depuis des années. Par curiosité, j'en regarde un et devinez quoi, ces films sont ultra soignés et n'ont rien à envier aux grosses sorties cinéma de cette décennie au Japon. Il y a un de ces films qui m'a particulièrement plu et touché, il s'agit du 9ème opus, Les Adultes contre-attaque. Dans ce scénario, les parents, les professeurs et autres adultes de la série sont hypnotisés par un nouveau centre commercial qui ravive leur nostalgie. Le patron de ce centre commercial, qui ressemble à une fusion entre Gendo Ikari et un membre des Beatles, a pour but de détruire le futur auquel il ne croit plus. Et c'est Shin-chan et les autres enfants livrés à eux-mêmes qui vont devoir ramener leurs parents à la dure réalité. Et autant c'est rigolo de voir des morveux conduire un bus, autant ça touche au point sensible quand le papa y fait la balance entre le présent, le passé et le futur. Le 9ème film Shin-chan, qui pourtant est basé sur une série pour enfants, parle d'enfance aux adultes. Et perso, j'ai trouvé le film très relatable.
relatable, voilà. Car autant ça a l'air très bateau de dire ça, mais plus on vieillit et plus on a peur pour notre avenir. Car ouais, ce petit spin-off d'une série pour gamins traite d'une problématique, d'une forme de souffrance auquel on fait tous face un jour. Et Shin-chan lui-même, qui est un symbole de l'enfance, nous pousse, nous les adultes, à gagner en courage et aller vers le futur. C'est beau ça. Bon après, il est surtout connu pour montrer ses fesses. Petit post-scriptum, en continuant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas une série pour gamins, mais plus une série comme les Simpsons au Japon. Et c'est pas inhabituel pour Shin-chan de traiter de sujets larges ou matures. C'est que moi j'avais connu ça avec la censure de Fox Kids, donc je suis parti sur mes a priori. Voilà. Mais jeter du côté des films Shin-chan, ça vaut le coup. Bon, on s'en cache pas, le genre du mecha c'est pas ce qui attire le plus la masse populaire. Et vous savez ce qui plaît à la masse populaire ? Batman. Et The Big O est sans nul doute l'animé qui réplique le plus le style de la célèbre et moult adulée série animée Batman, mais avec plus de robots géants qui se tapent dessus et des speeches incompréhensibles sur les tomates. On lui suit Roger Smith, un négociateur qui fait plus un taf de détective super-héros pilote de mecha, accompagné de ses fidèles acolytes Norman qui n'est pas du tout Alfred, et Dorothy l'androïde gothique au design tellement marquant qu'elle est plus ou moins devenue la mascotte de la série. Il y a même un petit clone du commissaire Gordon, quelle curieuse coïncidence. Bon, outre le parallèle à Batman, on en tire surtout des influences du film noir et des policiers hard-boiled. Et c'est d'autant plus évident lorsque l'une des enquêtes d'un épisode se concentre sur un film intradégétique français de ce genre. Malheureusement, The Big O souffre de quelques problèmes, notamment sur sa seconde moitié, qui a eu un léger drop de qualité en passant des studios Sunrise à Cartoon Network, étant donné le bid de la série au Japon et son succès chez les mangeurs de burgers. Mais Cartoon Network n'a pas restreint pour autant la liberté de l'équipe de Big O, bien au contraire. Peut-être même que Chiaki Konaka, le scénariste, réputé pour être parfois un poil trop fou dans sa tête, comme il a été avec Serial Experiments 9, a été un tantinet un peu trop libre sur le dernier acte de The Big O. Alors je passais un super temps en regardant Big O. Mais je vous avoue, le délire du potager des tomates, ça m'a pas mal perdu. Autant, c'est pas trop grave vu que la plupart des épisodes se suffisent à eux-mêmes. J'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé d'analyse vraiment très pertinente, donc peut-être que The Big O est trop profond pour moi, mais ce qui est sûr c'est que même si elle m'a perdu sur la fin, elle m'a énormément captivé. Et ce, dès le premier épisode. À moi de jouer. Vous êtes vraiment un ringard, Roger Smith. Ah, c'est ce que me disent toutes les femmes. Et ça faisait longtemps qu'une série ne m'avait pas séduite autant par son ambiance, ses personnages et son gros robot qu'il faut être un giga gros loser pour ne pas l'aimer. Vous avez mon feu vert pour The Big O, it's showtime! Bah tiens, vu qu'on est parti sur Batman, autant en profiter. Produit par le studio Kamikaze Doga, connu pour avoir fait les openings de JoJo, Batman Ninja est un des innombrables films DC Comics Batman en direct ou vidéo. Et l'histoire de celui-là, c'est que notre chevalier de la nuit est transporté au Japon féodal par Gorilla Grodd. Mais le scénar, on s'en fout, il y a du voyage temporel, ça ne cherche pas forcément à se prendre au sérieux. Tout est prétexte à être cool et à transposer des idées de personnages de comics à la saveur typique des nippons. En gros, c'est le barbecue saucisse bien over the top comme on l'aime. Il y a déjà eu de la japanime sur Batman, mais Batman Ninja, c'est son petit délire à part entière. C'est du rule of cool de bout en bout. Du Mecha Buddha de double face aux fusions de l'armée des singes de Gorilla Grodd, le ton n'est jamais trop lourd, allant jusqu'à dissimuler Bruce Wayne en moine avec un bat symbole sur son crâne chauve. Bref, le film n'a rien de prétentieux, il cherche qu'à être un pur objet d'entertainment où les fans de Batman et les fans d'animé peuvent y trouver leur compte. Bon, vous avez pas de la merde dans les yeux et je pense que vous l'avez remarqué, c'est que c'est en CG le bousin. Et habituellement, les japonais ils font pas de la super 3D pour rester polis. Mais Batman Ninja pète la classe et soigne d'identité visuelle tout en n'oubliant pas à se renouveler selon les séquences. Et ne serait-ce que pour ça, Batman Ninja a été selon moi l'objet d'animation le plus intéressant à sortir en 2018, et aujourd'hui assurément le film le plus fun avec Batman dedans. Et ça en dit pas mal quand même. Ah, ça demandera peut-être un peu d'ouverture d'esprit de la part de certains qui n'ont pas l'habitude de voir la chauve-souris tel qu'il est présenté dans Batman Ninja, mais ne vous arrêtez pas à vos bats préjugés et donnez une batte chance à ce qui sera sûrement un bat bon moment. Car Batman Ninja, c'est bat super sympa. Burr, c'est l'un des premiers OVA. Je pourrais vous dire ce que ça raconte, mais c'est clairement pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est même ce qui l'a rendu assez oubliable. Mais s'il y a une raison de voir ce machin, une seule, c'est que Burr, c'est la singularité même du style Yoshinori Kanada. Un animateur qui a une influence non seulement pour moi, et une influence pour des artistes influents que vous connaissez forcément. Par ailleurs, Random Watcher en parle brièvement mais mieux que moi dans sa vidéo sur la Japanime. Il y a un type de motion vraiment très particulier que vous trouverez pas ailleurs. C'est même assez novateur pour un film de 84, avec une attention toute spéciale sur le dynamisme, la déformation, le sens de la vitesse et les petites fesses de meufs SF des années 80. L'OVA donne même l'impression de voir une démo reel pendant 1 heure, mais on ne s'ennuie pas tant qu'on aime pour peu ce style d'animation.
Bon, petit truc marrant aussi, j'ai pas trop compris c'était quoi le délire avec ce petit robot. Au début il apparaît viteuf, il est un peu relou avec la go, mais il se fait embarrer, il y a un montage émotion, tout ça. Après bon, il disparaît pendant tout le reste du film, et genre à la fin il réapparaît et c'est un gros incel sa mère et il détruit la planète. Une petite recommandation donc pour les intéressés. Ah là là, une belle amitié comme celle d'Imemiya et Utena, toujours là l'une pour l'autre. T'as besoin d'un modèle vivant pour ton dessin? Hop, petit service entre amis. T'as besoin d'apprendre tes pas de danse pour le bal du lycée? Utena est là pour toi. Si seulement mon ami Pablo, Gérard et moi étions aussi proches que le sont Imemiya et Utena. Ah oui, une bien belle amitié. En clair, je t'aime bien. Utena, l'apocalypse de l'adolescence, c'est le film parallèle à la série Utena, la fillette révolutionnaire, qui ne sont pas vraiment liés l'un à l'autre scénaristiquement, mais plus sur le sens métaphysique car... Utena est assez particulier dans son approche du storytelling. Le film cependant conserve et appuie beaucoup les qualités inhérentes de la série, les thématiques d'émancipation, d'affirmation de mon homosexualité, moi tout seul contre le monde et tutti quanti. Mis à part le fait que c'est giga propre, le film est une des rares transpositions d'une série TV qui prend vraiment de l'ampleur au format cinéma. Tout est plus large, plus onirique, plus orchestral, plus épique, avec un climax dont vous me direz des nouvelles. Le grand écran donne vraiment un plus à l'architecture qui part dans tous les sens. En gros, on a Shishiro Kobayashi qui fait le château de Dracula de Castlevania. Vraiment, l'apocalypse de l'adolescence n'est qu'un amalgame de ressentis qui ne raconte son histoire que par le prisme des émotions qu'il transmet. On s'en prend plein la gueule, on comprend pas tout, mais on kiffe quand même. Je dis ça car tout de même ceux qui sont pas habitués au taf de Ikuhara... Rien que dans la série, vous avez droit au délire de leitmotiv des pots de fleurs, du curry atomique, les vaches ou encore les grosses bagnoles qui reviennent en force pour le film. Pour sûr, on pourra pas dire qu'Utena est pas original. Alors qu'attendez-vous pour brandir votre épée et révolutionner le monde, hein? Alors j'aurais bien voulu vous recommander Crisis Young, que j'adore déjà après n'avoir pu en voir qu'une animatique et un débrief dans une conférence. Mais n'étant toujours pas prêt d'être distribué, je vais vous diriger vers une autre série Bobby Pills qui m'a bien fait marrer. Vermine est une mini-série de 10 épisodes complètement gratuite qui est en fait une aventure de buddy cop dans le microcosme des insectes. On y suit Mentos, la menthe religieuse grosse victime, le cœur chargé de ses rêves, et Chemou, la flic cagole mais qui fait que de la merde. C'est trashos, c'est vulgos et c'est dans la street. Si je devais rapprocher la série à une autre en particulier, je dirais peut-être les Lascars, mais avec un sens narratif qui peut se permettre de se suivre comme un petit feuilleton policier. Mais le style d'Alexis Beaumont sur le posing et les saccades directes mais efficaces découpe en même temps le timing humoristique qui justifie complètement ce style d'animation. Ah, putain de migrants! Migrants de merde, ils m'ont volé mon travail! Vous voulez un petit mouchoir? Les dialogues typés urbains font vraiment le charme de cette mini-série honnête, qui en allant dans un sentier assez inconnu dans l'animation française n'a pas non plus la plus grande des ambitions. Un projet aussi humble que réussi, dont 2 saisons supplémentaires sont dans les bacs. Donc voilà, restez attentifs aux activités du studio Baby Pills parce que pour l'instant ça en vaut pas mal la peine. Vous êtes dans votre tanière de chambre étudiante, vous remplissez des fiches, vous et vos amis puez la sueur et vous êtes prêts à lancer les D20 sur la table. Vous êtes bien en train de faire une partie de RP remplie de donjons et de dragons, et vous vous rendez compte une semaine plus tard que votre partie a été animée par des Asiatiques dans les années 90. Les chroniques de la guerre de l'Odo, c'est sans doute le b.a.-ba de l'image la plus claire et nette de l'heroic fantasy en animé. On a tous kiffé l'univers Tolkien, aux elfes, aux dragons, aux nains et aux sorciers, et on lui suit une guilde de protagonistes divers et variés avec chacun leurs attributs. Quand t'as déjà joué un JRPG, je t'apprends rien du tout. Sans aucune autre prétention que de représenter la fantasy dans ce qu'elle a de plus sincère, avec un soin tout particulier aux chevelures elfiques et aux bobards de seigneurie qui poussent leur dernier souffle avec fierté sur le champ de bataille. J'ai déconquis à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des luttes dans des volcans, une scène de guerre avec un sorcier qui fait des incantations sataniques de l'apocalypse, pendant que des dragons se bastonnent au-dessus du château dans un ciel orageux, ou encore ce genre de réplique. Dragon, nous ne sommes pas comestibles! C'est nous qui allons le manger. Le dos, c'est ce qu'il est, une série épique, et pique et collégramme. Et si vous voulez vous plonger dans cet imaginaire, vous pouvez difficilement en trouver une représentation aussi pure. Vous avez adoré Brendan et le secret de Kells? Eh bien il est fort probable que vous allez adorer Le Chant de la Mer. Second film de Tom Moore qui s'est inspiré de Massacre de phoques en Irlande, s'initie un second film idéal à voir avec toute la famille. Car beaucoup plus intimiste que son premier film, Le Chant de la Mer raconte les déboires d'une famille séparée, avec un père déprimé seul dans un phare, une mémé autoritaire, un frère qui n'aime pas sa petite sœur et une maman magique du folklore irlandais qui disparaît du jour au lendemain. Bon, on est quand même plus sur la relation frère-sœur que le reste, hein.
La mère et la fille sont en réalité des Selkie, des fées irlandaises mi-phoques, mi-humaines, et nom de Dieu que ça fait du bien de se concentrer sur des mythes auxquels l'occidental moyen n'est pas habitué. Le drame familial est au cœur de l'intrigue, mais c'est aussi dans le fantastique que le chant de la mer trouve de l'intérêt. Il y a un style très particulier, celte traditionnel, et en plus d'être très soigné et original visuellement, il conduit à l'émerveillement et devient complémentaire au réalisme de la relation fraternelle. C'est un film qu'il est beau, qu'il est touchant, qui arrive à avoir un ton assez mature pour qu'on puisse l'apprécier comme un divertissement accessible, mais qui prend pas les gamins pour des trophées du bulbe non plus. En clair, Larguer les amarres, c'est pour moi un des meilleurs films d'animation occidentale de cette génération, et je ne peux pas vous le recommander assez. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Attention les mirettes, on va encore en prendre plein la vue avec un autre film d'animation de la mer, j'ai nommé Les Enfants de la mer. 1000 milliards de mille sabords. C'est cette année que le studio 4C produit ce qui sera peut-être rappelé comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de leur catalogue. Ça parle de Ruka, une jeune fille qui croise deux gus qui aiment beaucoup nager et qui sont très mystérieux. Elle a des petits problèmes avec sa daronne et son école, donc elle va vouloir s'échapper un peu, et elle va traîner avec les enfants de la mer parce qu'elle se sent comme connectée avec eux, même s'il y a anguille sous roche. Et ma pauvre petite, elle était pas au bout de tes surprises. Adapté du manga du même nom, on plonge assez littéralement dans un périple chamanique qui va aux origines de la nature. Bon après, c'est que le film il est tout sage, il est tout docile au début. Il prend un peu son temps pour se mettre en place, mais faites-moi confiance, le prix en vaut mais absolument la chandelle. Je veux pas tout vous révéler, mais franchement, t'arrives à un passage dans le film... Les Enfants de la mer nous tend la main vers un festival qui en va de l'osmose de l'existence. C'est comme si on avait animé les interprétations du pourquoi, du comment cosmique des mythologies de tribus inca ou africaines, où la nage d'un être divin vers son amour crée la gravité entre les êtres. Enfin, ce genre de délire. Les Enfants de la mer, c'est poétique et spirituel. Époustouflant visuellement dans ses idées, dans la force évocatrice de ses images, accompagné d'une soundtrack de Joe Hisaishi qui fait qu'on ne peut pas sortir indifférent de la salle. Pour ma part, ce film m'a donné la chair de poule, et c'est une expérience à vivre à tout prix au cinéma tant qu'il est encore temps. Et il devrait être toujours à l'affiche si je me débrouille assez bien pour sortir cette vidéo à temps. Donc franchement les gars, au fond j'ai qu'un seul mot à dire, c'est foncez. Oyez oyez compagnie. Le duo Imaishi Nakashima est de retour, avec Pimpon les pompiers aux initiales FDP-P qui se battent contre les Monsieur Combustion Spontanée. Alors il y a déjà des polémiques, et oui, je pense que Promare est plus un plagiat de l'épisode de South Park où les gens prennent feu parce qu'ils se retiennent de péter, qu'un plagiat de Fire Force. Avant toute chose, Promare c'est sur la flamme des passions, des émotions et la puissance de leur expression. Ici, les personnages font littéralement brûler leur âme contre des méchants très méchants du système oppressif. En gros, si on aime l'action inventive, stylisée et les personnages qui crient leurs convictions les plus ardentes à tort et à travers, ah bah vous ne pouvez que crier avec eux. Imaishi teste de nouvelles techniques en 3 dimensions avec une très faible présence du noir, même pour les outlines. Des déformations des angles, des perspectives et des formes, très marquées de carrés, de triangles et de Canada Dragon et autres hommages et détournements des tropes ciblés sans honte à tous les fans d'animé japonais. Ça prend tout le temps en haleine et il y a même des séquences où moi et mes amis on se demandait mais comment ils ont fait pour storyboarder ce truc? Mais préparez-vous car Promare risque de diviser un peu. Ça raconte son histoire de manière ultra décomplexée qui fera arracher les cheveux à tous scénaristes qui se basent toujours sur des schémas narratifs classiques. Quand tu penses que ça va trop loin, que ça va s'arrêter, que nenni, badaboum dans ta face, on n'est pas à la table des zoulettes ici et on va droit au but. Promare raconte ce qu'il veut comme il veut en traduisant ses émotions par ses principes les plus purs et putain ça marche du tonnerre de Dieu. Impossible de ne pas vouloir s'immoler pour être en symbiose avec les personnages. Après, je vous avoue, je ne sais pas si c'est mon affinité spirituelle avec Imaishi qui biaise mon propos ou le fait que j'ai pu voir le film dans les meilleures conditions possibles, où la salle tout entière était une effervescence. Donc voilà, le film va pas tarder à sortir en salle, allez-y avec vos potes, faites-moi chauffer ce brasier parce que Promare, c'est littéralement le feu. On est dans le feu de l'action de Promare, autant aller sur un sujet qui a eu le même effet mais sur un plus large public. Je pense pas être celui à vous faire découvrir Broly et encore moins Dragon Ball. C'est juste pour appuyer le fait que moi-même qui n'en ai eu rien à cirer de Dragon Ball Super et qui ne sait pas farci El Hermano de Jiren, bah j'étais à donf dans Star Wars 10 Broly. Mais qu'est-ce qu'on peut bien aimer dans Broly, matelot? Parce qu'il y a de la bagarre, c'est drôle aussi, il y a de la violence, c'est drôle, et nous on aime bien ça. Plus précisément, pourquoi vous aimez les mangas? Broly est un objet audiovisuel qui n'a pour but que d'engendrer la hype, de faire crier son public, de donner une sensation de puissance et... patate dans la gueule.
40 minutes de grosse Dragon Ball bagarre avec une véritable qualité graphique de long métrage. Mais que demande le peuple? Après une résurrection de Freezer franchement pas très jolie à voir, la Toei semble s'être fixé des standards. Les effets de volcan ont de la gueule, la 3D se mêle bien à la 2D, il y a des mouvements de bras qui déforment les perspectives et les cheveux de Goku flottent au vent. Bref, changement de direction artistique, des mouvements plus fluides, des mises en scène plus inventives, qui d'un coup part sur le point de vue de Broly, du montage alterné quand Freezer s'en prend plein la tronche, ou des tatades tellement violentes qu'elles brisent le mur de la réalité. Le combat entier suit un même flow qui réveille des instincts primitifs qui ont permis de transformer tout le grand reste en super guerrier légendaire. Et en plus de tout ça, on a une bonne son de ouf avec un annonceur qui crie le nom des combattants, comme si on matait du catch. Au Japon, ils ont même fait en sorte que la salle de cinéma se transforme en karaoké pour suivre les Et Broly n'a l'air que d'être le début d'un renouveau pour la Toei Animation, qui semble vouloir remonter la barre aussi avec One Piece. Et franchement, ça, quel plaisir! Hell's Angels, ou juste Hells, ça dépend, même moi je suis pas sûr, est un film d'animation des studios Madhouse sorti en 2007, qui est visiblement déjà tombé dans l'oubli le plus total, et c'est dommage car y a pas rien à voir non plus. Hells, c'est un animé qui est trop excité pour son bien. Ça va à 100 à l'heure non-stop au point où même moi qui adore ça, j'étais en overdose et épuisé à la fin. C'est le sbeul absolu. Le script part vite en cacahuète et il est humainement impossible de suivre toutes les informations autant visuelles que scénaristiques. On suit une jeune fille qui meurt, qui descend dans l'au-delà, qui copine avec des Monster Girls qui se bastonnent au lycée des enfers avec comme directeur un certain Elvis. Elle cherche d'abord à rentrer chez elle, puis ça devient un shonen de sport de volleyball, puis elle rencontre Dieu, puis après il y a plein de révélations qui honnêtement m'ont fait perdre un peu le fil. J'ai pas lu le matériel source, mais on sent néanmoins qu'il s'agit d'un condensé de 2 heures d'un manga qui doit être bien mieux rythmé. Mais le film a fait l'effet d'une attraction extrême de fête foraine. T'en sors avec une grosse migraine mais tu te dis ah ouais, c'était pas une attraction de PD ça. Car faut admettre que Hells ça a du style. Vif, énergique, un Yota brouillon et complètement hyperactif. Qui s'est permis l'exploit de me faire dire que Dead Leaves c'était vachement plus carré quand même. Allez-y en sachant à quoi vous attendre et bonne descente aux enfers. On sent toute la frustration accumulée. Merci, mademoiselle. Après l'enfer tout court, l'enfer du travail. Agretsuko, c'est sur le quotidien d'une jeune pandarou de 25 ans qui regrette les choix qu'elle a fait dans sa vie, et qui veut quitter son job de merde où elle est le sous-fifre d'un gros porc capitaliste. Et chaque soir, elle renvoie sa frustration au karaoké sur du death metal. J'ai pas été convaincu par le synopsis, mais si je vous en parle, c'est pas pour rien. Ne vous laissez pas berner par le style flash minimaliste et l'aspect kawaii Hello Kitty franchisé Sanrio. Agretsuko s'adresse essentiellement à ceux qui rampent pour pouvoir payer leur loyer. Et ça le fait si bien que la plupart des gens se reconnaissent dedans. C'est avec un cast diversifié et attachant qu'on partage nos soucis du quotidien avec assez de maturité pour se demander comment les contourner ou les surpasser. C'est une petite série qui a fait son buzz en partie grâce à son accessibilité sur Netflix, qui compte déjà 2 saisons, toutes 2 très bien reçues. Bref, le bidule est bien écrit et c'est le principal à savoir. Agretsuko traite des injustices sociales sans jamais passer par le cynisme, l'obscène ou la satire outrancière. C'est une série qui se démarque par sa maturité tout en restant mignon tout plein. Elle vaut le détour pas nécessairement pour ce qu'elle ressemble mais pour ce qu'elle raconte. Petite balayette à l'innocence des Bambinos. Je vais vous faire voir un dessin animé sur des lapins, et vous allez voir, c'est pas pour les bébés cadom. Watership Down, c'est les visions de préscience cataclysmique, les lapins morts et dark rongeurs totalitaristes balafrés qui bat avec la voix du capitaine Haddock. Je les égorgerai tous les uns après les autres. 1000 milliards de mille sabords. Le tout accompagné d'un esthétisme macabre dont les screenshots feraient d'excellentes pochettes de death metal. Ça raconte l'histoire de petits lapins qui sont obligés de migrer pour pouvoir survivre. C'est la fête! En vrai, même si c'est bresson, je pense que ça doit être un super film à montrer aux enfants, parce que ça pose une certaine éthique universelle avec une certaine noblesse, qui fait que ça se rapproche plus de ce que racontait Papy sur la Seconde Guerre mondiale qu'un film trash et violent qui a pour but de choquer. Pour dire, Watership Down et le film des mêmes auteurs, The Plague Dogs, sont parmi les films les plus honnêtes face à leur vision de la nature, beaucoup moins fantasmés que dans les autres films d'animation. Et ça a été écrit par un vétéran de la Grande Guerre, et certains font même le rapprochement entre Watership Down et La Ferme aux Animaux. Même si l'auteur du roman a démenti en disant juste ouais bah non, moi je voulais juste faire une histoire sur des lapins
en fait. Enfin, Watership Down, c'est un film d'animation marquant des années 70, et je vous encourage à le voir, limite tout seul dans votre coin, vous verrez, ça vaudra le coup, quoi. Est-ce que toi, il y en a connaître cette chose-là? Vas-y, réponds-moi. Je pense que ceux qui me connaissent sont familiers à JoJo's Bizarre Adventure. Et je ne doute pas que vous avez lu le manga ou regardé l'animé, mais il est temps de faire un retour dans le passé et zioter vers les années 90, là où JoJo's Bizarre Adventure a été adapté en animé pour la première fois et avec brio. Enfin, même ça je pense que vous savez c'est quoi, vu que la compile de la VF est de très loin la vidéo la plus vue sur ma chaîne. J'ai pu voir que la plupart des fans, et surtout les nouveaux venus à la franchise, évitent ces 6 épisodes un peu vieillots sous prétexte que David Productions ont refait Stardust Crusaders de A à Z, en étant cette fois-ci plus fidèle au manga. Certes, vous dirais-je, c'est pas faux, ajouterai-je, mais je rétorque, et je vais me permettre, mais les OVA de 93 sont meilleurs que le nouvel animé. Attendez, je m'explique. Jojo, mine de rien, prend beaucoup du cinéma d'horreur. Et autant le manga s'est fait connaître pour son style très glamour, c'est aussi des rencontres avec l'étrange et une tension palpable qui fait transpirer en tournant les pages. Les OVA se concentrent davantage sur cette atmosphère en gardant les combats les plus intenses de Stardust Crusaders, commençant par Endul et Darby et skip direct au combat contre Dio avec des scènes supplémentaires où attention, il envoie des sauveteurs. Une des scènes qui témoigne le mieux le changement que je décris est la rencontre entre Dio et le sénateur Phillips. Storyboardé par Satoshi Kon lui-même, il va jusqu'à déformer les sens du personnage, t'as l'impression de devenir fou avec le sénateur. Là où dans le nouvel animé... Bon allez, autre détail qui a l'air anodin, les disparitions de Dio quand il utilise The Word d'un point de vue extérieur. De la même race de Stand. Je l'ai vu dans tes yeux quand j'ai arrêté le monde et que tu m'as suivi du regard. Aucun sound effect. Un coup il est là, un instant après il n'est plus là. Ça rend sa présence beaucoup plus terrifiante et ce genre de choix s'applique à quasiment tout l'OVA. Ça fait quasiment 13 ans que je suis fan de Jojo. Et pour vous dire, ces 6 épisodes est probablement l'animé que j'ai vu et revu plus de fois que j'ai vu le soleil. Et à moins que ma mémoire me trompe, je ne suis revenu sur aucun autre animé aussi souvent. Je vous déconseille cependant les OVA des années 2000 qui selon moi adaptent assez mal le début de Stardust Crusaders et qui ne vaut le coup que pour ses passages en VF où Polnareff révère ses répliques les plus cultes. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Mais quel poète. Je sais pas qui vous envoie, mais tout ce que je sais pour l'instant, c'est que la partie n'est pas gagnée. Jésus, Marie, Joseph, je suis foudroyé. Je suis en colère de ne pas avoir vu ce film plus tôt, car j'en entends absolument jamais parler malgré sa qualité. Rendez-vous compte, j'ai vu Okubiona Venus, Pandora, Hironeime et Odin Photon Starlight mes couilles avant ce film qui devrait être une porte d'entrée à tout néophyte. Spriggan, contrairement à Else, n'a aucune bonne raison d'avoir disparu de la mémoire collective. Spriggan est un film d'animation japonais d'un calibre qu'il est rare de voir. C'est de la trempe des projets comme Memories, et la patte graphique n'en est pas similaire pour rien puisqu'Otomo et Koji Morimoto y sont crédités. Alors Spriggan, c'est un mélange d'espionnage avec des super soldats qui se disputent des reliques antiques. Imaginez un peu un mix entre Atlantide et Metal Gear Solid. Je n'ai pas lu le manga qui, paraît-il, va encore plus loin dans son jusqu'au boutisme de bagarre bourrine et d'ésotérisme ouga bouga préhistorique. Ce qu'il en est, c'est que l'animation et l'action sont complètement jouissifs à l'instar de Broly. On pivote, on tourne, on fait des cabrioles, patates dans la gueule, c'est organique. J'ai absolument jamais vu cette scène dans Akira, je vous jure que ça n'a rien à voir. En tout cas, une super surprise qui aurait dû rester dans les annales, dont je vous recommande même le visionnage en VF. Le fils de la jument blanche, ou Feher Lofia, si j'écorche pas le nom, excusez-moi de ne pas entendre de l'hongrois tous les jours, est une adaptation d'un récit traditionnel hongrois. Et grosso modo, tu regardes tout le film pour les vies du trippy et voir à quel point le protagoniste qui répond au doux sobriquet de secoueur d'arbres est vraiment très fort. Ce qui rend le film vraiment spécial, c'est son parti pris kaléidoscope et pictural qui m'a hypnotisé pendant 1h30. T'as limite l'impression de voir des pochettes d'albums de rock prog et psychédéliques former un conte des temps anciens. C'est comme dans ces séquences de films où on te raconte une prophétie et que ça a un style mythique particulier en mode « Oh là là, les dieux ne sont pas dans notre monde », sauf que là c'est tout le temps comme ça, et ça fait vraiment de Feher Lofia un ovni dans l'animation. Après, pour l'histoire, si vous aimez les récits anciens typés Gilgamesh ou Mahabharata, où il y a des frères qui se battent, qui se roastent de nulle part, et que toute répétition est pour bien appuyer les exploits d'un autre personnage qui est encore plus fort que le précédent, enfin je sais pas trop comment je pourrais mieux le décrire, c'est un truc qui se ressent, tu vois ce que je veux dire.
On irait même jusqu'à dire que les récits qui sont à l'origine de la culture et des fondements de l'humanité étaient tous un peu des shonen dans l'âme. En gros, il y a un personnage qui s'entraîne, qui devient fort et qui affronte l'adversité. Pierre Lofia a une réussite autant dans sa technique que dans son atmosphère, qui oscille entre le truc d'une autre dimension qui fait froid dans le dos et l'épopée épique avec un ton plutôt léger. Mais je vous jure, c'est spectaculaire. Genre tout ce que tu vois dans le film a une portée mythique. D'une part, c'est un pur film art house, qui se doit d'être vu par n'importe quel intéressé. Et de l'autre, ce n'est pas si difficile d'accès. Il y a un côté universel avec une aventure fun à regarder. C'est un cas d'école et un film d'une qualité sur lequel je ne retombe que rarement. Si vous êtes ne serait-ce qu'un minimum curieux, je vous dirais que c'est un must-see. Et enfin, le Metropolis de Rintaro. J'ai toujours voulu le présenter tout en ayant peur de le sous-vendre, car moi-même je ne suis pas sûr d'être capable d'expliquer pourquoi il fait partie de mes films d'animation préférés. C'est à la fois un film immersif, vecteur de sensations fortes, avec une narration très politique qui est certes peut-être déjà vue, mais qui va de pair avec son esthétisme et son ambiance sonore rétro, qui ne cherche rien d'autre qu'à faire du classique de la manière la plus ambitieuse possible. Dans l'ensemble, ça raconte l'histoire de Pinocchio, la recherche de l'amour d'un père, l'obsession d'un mégalomane dans une société alternant négligée et privilégiée, l'âme de la machine de nouveau-né, des bobos gauchos contre la tour de Babel, Macron démission et un jeune homme qui aime un peu trop tirer sur tout le monde avec son joujou de pistolet. Réalisé par Rintaro, un nom très associé à la art house made in Madhouse, scénarisé par Otomo que même les anti-mangas d'Angoulême les plus chevronnés adulent, basé sur un manga de Tezuka lui-même basé sur le chef-d'œuvre de Fritz Lang, et accompagné d'une équipe d'artistes et d'animateurs de ouf malades comme Hirata Suichi ou Hiroyuki Okiwa, et je m'arrête là car ça commence à être un petit peu indigeste tout ce name dropping. Tout ça pour dire, les bonhommes ils savent ce qu'ils font et ils le font bien. Malheureusement on ne cite ce film qu'occasionnellement comme un des chefs-d'œuvre à voir absolument en animation japonaise. Peut-être était-ce dû à l'implication de la 3D qui, même si elle n'était qu'à ses balbutiements en 2000, n'a pas pour autant mal vieilli et ne prend pas le pas sur l'animation 2D. Ce qui est assez étonnant avec Metropolis, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir un film d'animation japonais lorsqu'on le regarde. La façon dont les personnages se mouvoient, le fait qu'ils ne bougent pas que leurs lèvres pour être animés, enfin, il y a eu des efforts de malade et je le trouve au moins aussi impressionnant qu'Akira sur ce terrain-là. Dans son atmosphère et ses thèmes, Metropolis porte en lui la mélancolie du jazz et du blues. Un récit SF sur les inégalités où la bourgeoisie est fantasmée et les pouilleux dépouillés au fond des ghettos. C'est un film où un élément bouscule une tension sociale mise à l'écart par la classe dominante et les fascistes, pour se culminer en un final iconique qu'une fois qu'on l'a vu, on n'oublie jamais. Vous n'aimerez peut-être pas le film autant que je l'ai aimé, mais il n'en dénote que pour moi, Metropolis est un chef-d'œuvre. Oui voilà, je crois que c'est tout pour cette fois. Si au moins ne serait-ce qu'une seule de ces entrées vous a intéressé, c'est que j'ai accompli ma mission. Sur ce, on se revoit une prochaine fois, je sais pas quand, dans un an, 10 ans, un mois. C'est sympa d'avoir regardé jusqu'au bout, alors aimez-vous, aimez l'animation, et des bisous. Merci, monsieur Abitbol, vous m'avez ouvert les yeux. De rien Pépère, prends soin de toi. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu jaune contre une paire de Lopside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris au dépourvu, tant pis.